with it. Balancez vos ondes positives. Positives. Bienvenue dans BVOP, 7e numéro. Bonjour à tous, bonjour les filles, bonjour le garçon. Et mon micro est pas là. Mais si, il est là. Logiquement, il est là. Il est là, je te jure qu'il est là. Ah, c'est que je suis devenu sourd alors. Mais non, oui, ça doit être ça aussi. Ouais, complètement en fait. Poisson d'avril, non, tout va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, notre tribu, vous connaissez. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonsoir, on peut dire bonjour. On dit ce qu'on veut, puisqu'on nous entend à n'importe quel moment. C'est vrai? C'est ça, exactement. 3h du matin. Notre tribu, vous la connaissez, elle se réunit et elle traite tous les sujets de la vie avec une vision optimiste. Notre objectif, c'est de voir la lumière au bout du tunnel. Et donc, cultiver l'espoir, apporter des pistes de solutions, parler des initiatives qui rendent le monde meilleur. C'est ça, BVOP. Balancez vos ondes positives. Merci d'être là avec nous. Et, comme d'habitude, un petit tour d'horizon, de météo de chacun et de chacune d'entre nous. Comment vous portez-vous? Alors, en mode popcorn, qui commence? Moi. Toi, c'est qui, toi? Nathalie Gilly. On l'a déjà perdu. On l'a déjà perdu, quoi. Elle fait le poisson, Je fais le poisson. Je suis comme le petit poisson arc-en-ciel. Vous connaissez le poisson arc-en-ciel? C'est un petit héros d'histoire d'enfant qui a des écailles arc-en-ciel. Et aujourd'hui, je me sens comme avec des écailles arc-en-ciel. Voilà. Un poisson. Tu te choudes. Avec des écailles arc-en-ciel, c'est joli. Et ça fait... Donc, merci Nathalie. Merci Nathalie Gilly. Qui d'autre? Que répondre à un poisson? Mais moi, je me sens comme une licorne multicolore. Je reviens de vacances, là, c'est top. Voilà. Excellent. Merci Isabelle Maillot. Qui d'autre? Et je me sens comme un sage. On est que dans les animaux ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'en trouve un. Je me sens comme un mammouth, tiens. Voilà, je me sens à la fois éteint et à la fois robuste. C'est très bizarre. Mais... c'est peut-être parce que Pluton est passé dans une autre vibe il y a quelques semaines. Tu es sous le permafrost? Oui, c'est ça. On peut me retrouver là-bas. Retrouvez-moi sous le permafrost. D'ailleurs, très bientôt, je ressors. Hein, voilà. Oui. Si on changerait, d'ailleurs, on va parler aujourd'hui de ça. Je te laisserai faire le topo. Merci Vince Canté. On est obligé de continuer avec les animaux. Mais c'est ton domaine. C'est ton domaine. C'est vrai que c'est ton domaine. Toi, tu vas choisir en connaissance de cause ou une plante. Ah, moi, je suis une petite belette. Ah, purée, ça fait penser à un vieux dessin animé. Oui, au taquet, là, oui, tout droit. Et tu une belette. Hop. La belette. C'était qui chantait la belette? J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Le deuxième single qui a beaucoup moins marché que la tribu de Dana. C'est très joli. Je suis très content d'être venu aujourd'hui. Et toi, quel animal, Marc? Alors, c'est quoi ta météo? Mon animal. Oh, le cerf. Ouf. C'est ça. Je vais bramer. Avec la posture. Je sais pas du tout si ça me brame il y a longtemps. C'est pas trop la saison. Voilà, il y a des cerfs un peu perdus. Mais tu sais, oui, les cerfs sont perdus. C'est l'effet de cerf. Oui, évidemment. Incroyable. C'est très joli. Et puis il y a Carolina qui est là aussi. Salut Carolina. Hello. Alors tu te sens comment? Eh ben, je me sens toute neuve, dans un corps tout neuf, et je fais des caca papillons. Des caca qui sentent bon. De quoi il s'agit? Non mais c'est parce que ça vient d'une chanson, d'un truc dont je ne me rappelle pas l'entièreté, et ça termine par « Et elle fait des caca papillons ». Et donc voilà. On parle d'animaux. Ok, tu es papillon. Je te remercie. Super, merci beaucoup de ce tour d'horizon et de cette météo interne surprenante. Nous sommes très contents d'être là. J'ai trouvé le bruit du cerf. Voilà, vas-y Marc, tu peux te réentraîner si tu veux. T'es sûr, t'es prêt? Allez, on y va. C'est très guttural, ça vient de très loin. Un peu de boisson gazeuse en même temps, ça passe. Il le fait bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, tout va bien. Les biches sont censées se barrer, les filles. Je dis ça. On se casse.
On va laisser les deux combattre. Heureusement que tout ça était une grosse blague. Poisson d'avril. Voilà, écoutez, comme un poisson d'avril, évidemment, puisque tu as commencé arc-en-ciel. Merci that's beaucoup. why. Tu vois pourquoi? Ding, 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 ding. Merci en tout cas de cette entrée en matière magnifique. Place à nos deux premières intervenantes, Valérie Malice et Nathalie Gilly. Alors Valérie, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je parle du ou du et. Ou et. On verra. Merci beaucoup Valérie. Nathalie, toi? Ah ben moi, je vais vous inviter, on reste dans les animaux, à faire la roue. Comme le pan. Ah, tu fais la roue. Ok, d'accord. Une roue, elle a un spécial ou... Elle est systémique. La roue systémique. Ok, merci beaucoup, Nat. Valérie, selon Henry Ford, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Alors, Valérie, toi qui examines la vie de notre tribu, comment va-t-elle? Balancez vos ondes positives. Alors la première chose, c'est que je suis hyper content que Vince est à côté de moi et pas en face, sinon il va avoir l'impression qu'à nouveau je le vise, tu vois. Donc cette fois-ci, je suis plus relax à faire la chronique. Je vais me mettre derrière toi, comme ça je suis sûr que je ne regarde pas. Alors, dans la vie de n'importe quelle tribu, après une période que j'aime appeler la lune de miel, les dissensions et les besoins individuels viennent refaire surface et commencer potentiellement à cliver le groupe. Je suis certaine que vous avez déjà vécu des moments comme cela, où soudainement, au sein de votre groupe, qui semble être en harmonie, on entend ces petits grincements qui commencent à monter. Eh bien les amis, même nous, même dans notre optimisme et notre positivité, nous n'y échappons pas. Parce que notre collectif, fait d'une somme d'individualités, présente une jolie collection de besoins divers et variés. Certains se questionnent par exemple sur la ligne directrice du projet. Au fond, sommes-nous une émission qui prend un angle sociétal et balance des solutions face aux problèmes de la société, de la Terre et du monde? Ou bien sommes-nous une émission qui prend un angle plus personnel et qui, du partage de nos expériences, balance des pistes de solutions ou de réflexion? Avez-vous noté que certains ont besoin d'instructions, de guidance, de les suivre, de les appliquer, et que d'autres adorent le freestyle, l'innovation ou la liberté d'être? Vous êtes-vous rendu compte que certains ont besoin de structure, de rythme, de pouvoir préparer encore plus leurs interventions, également vis-à-vis du sujet des autres chroniqueurs, alors que d'autres préfèrent la spontanéité du moment, de l'instant et du direct? Avez-vous remarqué que les rythmes individuels commencent à refaire surface, les contraintes de chacune et chacun, et que cela se traduit différemment à la fois dans nos présences aux réunions, nos présences aux émissions, le nombre de chroniques, nos façons de s'inclure dans le groupe? Que certains d'entre nous peuvent très bien vivre cela, alors que pour d'autres, le besoin de constance ou de régularité est important. Ah, désolé, j'ai foutu la merde. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Mon téléphone a... Dites-moi dans ce grand bordel. Je me sens encore visé. Là, tu t'es auto-visé, Vince, sans vouloir. Dans ce grand bordel, des besoins individuels qui parfois semblent être en totale opposition. On fait quoi et on fait comment? Deux choses me viennent. La première, c'est de stimuler notre capacité d'écoute. Non pas une écoute pour réagir, une écoute pour véritablement comprendre le besoin de chacun et ce qui se cache sous le besoin. Et là, franchement, je peux vous dire combien je suis souvent bluffée de cette capacité qui existe au sein de ce groupe. Nous osons prendre le temps d'exprimer nos inconforts et de dire nos besoins. Nous prenons le temps d'accueillir les demandes exprimées sans les juger. Nous questionnons à la fois l'autre, mais aussi nous-mêmes. Quel est son besoin? Quel est mon besoin? Qu'est-ce que cela vient réveiller chez moi? Nous prenons également le temps de trouver collectivement comment y répondre dans l'intérêt et du collectif et de chacun. La seconde, c'est l'importance de notre rédac-chef, qui a cette incroyable faculté de remplacer les « ou » par des « et ». Il est celui qui vient distiller un peu de magie dans nos échanges et qui nous propose des voies alternatives au « ou » en utilisant la puissance du « et ». Être ensemble dans la magie du « et ». Être une émission qui pose à la fois un regard personnel et sociétal. Trouver l'équilibre entre la culture et la spontanéité. Être une tribu qui compte à la fois des chroniqueurs ordonnés et des chroniqueurs freestyle, dans le respect du projet collectif et du besoin de chacun. Être à l'écoute, répondre aux besoins qui sont les nôtres, et donc, par exemple, nous utilisons les réunions de rédaction pour structurer en partie le script de l'émission. Nous acceptons aussi la spontanéité des réactions de certains, tout en partageant les chroniques en avance avec ceux qui en ont besoin, histoire de préparer leurs interventions. Nous choisissons qui sera le premier intervenant pour structurer juste un peu. Oui, la vie en collectivité sous-entend quelques principes, respect et adhésion à des valeurs, des règles, des symboles communs,
qui donnent à cet ensemble une identité et une cohésion particulière. Et sans bien même être totalement conscients, ces principes, ce que Nathalie appelle ce mode d'emploi, nous prenons le temps, consciemment ou pas, de l'élaborer, de l'écrire, de le définir implicitement. J'aime à penser que la puissance du « et » y est pour quelque chose, et il me plairait que chaque « ou », chaque « mais » se transforme en « et », tant je suis convaincue de la puissance du 1 + 1 = 3. Est-ce là une des clés du bien vivre ensemble ? Je n'en sais trop rien. Je sais juste que c'est l'expérience que nous vivons et qu'elle me touche beaucoup. Et vous, auditrices et auditeurs, quels sont vos trucs et astuces du vivre ensemble ? Merci beaucoup, Valérie. Waouh, merci. Quelqu'un veut réagir à ça? Moi déjà je présente mes excuses parce qu'il y a quelqu'un qui m'a téléphoné et je n'ai pas capté. Donc vraiment je suis navré. Pour une fois qu'elle ne parlait pas de moi, et ben ça y est finalement j'ai fait parler de moi. Tu vois. Oui, mais en fait, je suis navré, je suis désolé. C'est incorrigible. Moi, je trouve ça très très inspirant, ces mises en abîme que tu proposes, Valérie, parce que en fait, finalement, on vit une double expérience ici. On vit l'expérience du studio, de l'émission, des contenus qu'on partage, et puis on vit une aventure humaine incroyable. Et j'aime bien comme tu la racontes, et ça m'invite vraiment aussi à me poser des questions, à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe ici. Et donc, je te remercie. C'est vraiment, ça résonne très fort en moi. Et par rapport à cette question du ou et du et, chers auditeurs, auditrices, j'en profite pour vous donner un bon truc. Quand vous hésitez entre deux choses, et que vous êtes là, ça ou ça ou ça ou ça, c'est un dilemme. Si vous cherchez une troisième voie, qui serait peut-être la voie du et, mais peut-être encore une autre voie, vous transformez le dilemme en choix. Eh oui, le choix. Merci beaucoup, Valérie. Nat, Oui. Nat qui a vécu de beaux moments musicaux ces derniers temps. Balancez vos ondes positives. Ah oui. Raconte. J'ai chanté récemment le Stabat Mater de Dvorak avec orchestre. À tes souhaits. Pardon, excuse-moi. Écoute, franchement, ça méritait un souhait, parce que c'était dans le studio 4 de Flaget, c'était juste délicieux. Je fais partie du chœur Octopus. C'est un ensemble semi-pro qui change de configuration selon les projets. Et dans ce cadre, j'ai la chance de chanter sous la houlette de plein de chefs différents, selon les occasions. Et un de mes grands plaisirs, c'est de les observer et de comparer leur façon de diriger, d'inviter, d'emmener. Les styles diffèrent et m'inspirent toutes sortes de réflexions. Ici, c'était Kazushi Ono, le chef du Brussels Philharmonic, et on chantait un Stabat Mater. Alors, Stabat Mater, c'est l'histoire poignante d'une mère qui voit son enfant mourir. Et pour nous inviter à interpréter l'œuvre comme il l'entendait, Kazushi a pris le temps de nous relier à cette histoire et aux émotions qu'il souhaitait que l'orchestre et le chœur expriment. Il nous a montré physiquement l'émotion qu'il voulait voir transparaître. Bart, notre chef habituel, est plutôt du genre à nous dire exactement ce qu'il veut qu'on fasse au niveau des nuances, de la technique, de la prononciation. Il part de l'action pour aller vers l'émotion qu'il veut transmettre. Là où Kazushi part des émotions pour aller vers l'action. Et hop, voilà que je vous transporte l'air de rien dans la roue systémique. Mais Nat, c'est quoi cette roue systémique ? Mais c'est quoi la roue systémique ? Eh bien, savamment appelée, attention, accrochez-vous bien, l'index de computation. Dans le jargon de la programmation neurolinguistique, la roue systémique, elle reprend simplement les 3 pôles de fonctionnement de tout individu. Réflexion, émotion, action. Ces 3 modes fonctionnent ensemble. Notre attention, elle passe sans cesse de l'un à l'autre, souvent dans une séquence qui nous est propre. Et nous avons en général une porte d'entrée privilégiée. Donc quand Kazushi il est parti des émotions, il m'a eu d'emblée. Car moi, je visite volontiers le mode émotionnel. À la pause, j'ai entendu une basse se plaindre. Il dit « Mais c'est bien beau son truc d'émotion, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ?» Cette basse était plutôt à l'aise avec la réflexion et l'action. Pour être centré, l'idéal est bien entendu d'être à l'équilibre entre réflexion, émotion, action. Ressentir ce qui me traverse, réfléchir à ce qui se joue, agir en fonction. Ça, c'est ma séquence préférée. Vous pouvez aussi réfléchir à un problème, sentir ce que ça vous fait, puis passer à l'action. Ou encore faire quelque chose, sentir et réfléchir pour adapter les choses. Tout peut être bien tant que c'est fluide et que les différents pôles sont nourris. Le déséquilibre, il survient quand je me trouve coincée, que j'ai plus accès aux autres modes de fonctionnement. Quand les émotions me submergent au point que je ne peux plus ni agir, ni réfléchir. Quand mes pensées tournent en boucle, sans que j'arrive à passer à l'action. Quand j'agis sans réfléchir, sans pouvoir contacter mes émotions. Et donc aujourd'hui, je vous propose une mission ocytocine de recentrage, grâce à 3 questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ?
Et qu'est-ce que je vais faire ? Si les réponses vous invitent en territoire peu familier, c'est une dimension à explorer. Et de mon côté, je ressens de la joie à imaginer ce que vous allez faire de cette chronique. Zoupiti zoup. Merci Nat. Val. Oui, j'aime beaucoup la façon et l'angle dont tu l'as pris parce que je ne l'ai jamais entendu comme ça. Donc moi, ça me donne une autre clé de décodage et je te remercie par rapport à ça. Et en même temps, quand je t'écoutais, je faisais aussi l'analogie avec ce que j'ai appris en neurosciences sur les clés d'entrée et de la façon dont on traite l'information. Et le chouette exercice que j'ai fait avec Olivier Bush, qui a écrit un bouquin sur notre ingéniosité et qui nous permet en fait de comprendre. Parce que la façon dont on traite l'information permet d'être vraiment dans notre ingéniosité quand on utilise juste nos clés à nous pour résoudre les enjeux. Et justement, quand on n'y est pas, de se dire que c'est pas notre place et que c'est pas notre moment et qu'il faut mieux le laisser à quelqu'un d'autre. Et donc moi, ça m'aide beaucoup aussi dans mon quotidien de me dire quand est-ce que c'est vraiment à moi à prendre le lead, mais surtout quand je laisse la place aux autres. Merci Val. Est-ce qu'il y a un truc, parce que ce que tu évoques là maintenant, la réflexion, quand on est dans l'émotion, est-ce qu'on est capable de réfléchir ? Est-ce qu'on est capable de se poser la bonne question, tu vois ? Alors le truc infaillible au niveau des émotions, c'est on arrête tout et j'accueille. C'est-à-dire que je vais passer par les sensations. Si je passe par les sensations, je convoque mon cerveau reptilien plutôt que mon néocortex, parce que à ce moment-là, quand l'émotion me suggère... Néocortex, c'est quoi ? Le néocortex, donc, il est à l'avant, c'est celui qui nous permet de réfléchir, de créer tous les concepts qu'on connaît. Au milieu, il y a le cerveau limbique, c'est celui qui crée les émotions. Et en bas, il y a le cerveau reptilien, celui qu'on partage avec les reptiles. Et ce cerveau-là, c'est le plus rapide. C'est celui de la survie. Et donc, si au moment où l'émotion surgit, je reste uniquement dans les sensations et je ressens ce qui se passe, avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre, juste ressentir, mon cerveau va traiter l'émotion beaucoup plus rapidement que si j'avais essayé de contacter mon néocortex qui de toute façon n'est pas disponible à ce moment-là. Et comme c'est le cerveau de la survie et qui va comprendre, ok, je traite, je suis en train de m'occuper de ce qui se passe, l'émotion ne va plus avoir ce besoin de se manifester aussi fort. Et donc c'est vraiment une question de minutes, voire même de secondes, pour que l'émotion redevienne gérable. Mais il faut avoir cette discipline de se dire, j'arrête et je sens. Et je ne fais que sentir. Et parfois, on a peur parce qu'on se dit je commence à sentir et ça va prendre des proportions énormes. Et en fait, peut-être qu'au début, ça va gonfler, mais très vite, ça va redescendre. En fait. Merci, Nat. Val, tu voulais dire ? Et c'est vraiment une pratique à faire parce que moi, j'avais tendance à pas les accueillir, les émotions, ou pas les vivre. Parce que je trouve que dans l'éducation, on n'a souvent pas permis. Un enfant qui se met en colère dans un magasin, et je pense que je dois avoir fait des crises dans mon enfance et j'ai été traumatisée. Pardon maman d'avoir fait ça. La première chose que tu fais, c'est que tu essayes de le calmer en disant, et s'il continue, tu lui donnes une bonne gifle pour te dire, je veux pas vivre ça, je veux pas. Mais oui. Et donc, on nous a pas autorisé. En tout cas, moi, je me suis pas sentie autorisée dans mon éducation à l'époque, et j'en veux pas aux parents parce que je pense qu'ils ont fait de leur mieux, mais on n'a pas été autorisé à les vivre. Et réapprendre à vivre et accueillir ces émotions et ne pas les fuir ou pas vouloir les masquer, je peux te dire qu'à 50 berges, c'est pas toujours facile. Par contre, c'est la meilleure des clés. Et moi, j'ai entendu un podcast que j'ai trouvé aussi très très inspirant il y a 2-3 jours de Issa Padovani qui parlait du fait de rejeter ou de recevoir ce qui nous traversait. Et elle a dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué très fort. Il disait, il disait... il y a des émotions que vous refusez de ressentir et vous fermez vraiment la porte, qu'est-ce qu'elles vont faire ces émotions ? Par exemple la violence, tu vois, tout d'un coup j'ai une grosse colère et je me dis non, je peux pas me mettre en colère. Et donc finalement je n'accepte pas qu'elle me traverse. Qu'est-ce qu'elle va faire l'émotion ? Elle va bouger, elle va aller ailleurs et elle va aller trouver quelqu'un d'autre qui lui sera prêt à l'exprimer et finalement si moi je ne traite pas cette colère, cette violence, je la renvoie vers le monde d'une certaine façon énergétiquement parlant. Et moi tout d'un coup je me dis mais c'est vrai, on a quand même toute une résonance énergétique les uns avec les autres et prendre soin finalement de mes émotions, c'est aussi finalement prendre soin de ce que je vais renvoyer vers le monde, quoi. Et moi je me suis dit oui, la prochaine fois j'accueille ma colère encore plus. Merci Nat. Super. Alors, nos 3 prochains intervenants, nous avons Vince Cantet, nous avons Isabelle Demailleux et Virginie S. Vince, de quoi vas-tu nous causer ?
d'Apocalypse. Pour changer. Du rapport de synthèse du GIEC qui est sorti entre-temps, je pense, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, et qui annonce des choses positives malgré tout. Mais après, on se demande souvent, maintenant, c'est quoi cette histoire de GIEC? C'est des experts, c'est des politiciens, c'est des pays, c'est des scientifiques. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Bon, on va creuser ça. Merci beaucoup. J'ai cru que tu commençais. J'ai cru que c'était la chronique, quoi. J'ai fait 15 ans de radio, Marc me fait confiance. Vous avez eu pas, je démarrais. Hein. Isa. Ce sera plus concis. Moi, je vais vous proposer une mission, celle de votre vie, et on va voir si vous êtes prêts à la tenter. Merci Isa. Virginie. Alors moi, je vais vous inviter à cultiver votre curiosité pour le monde vivant qui nous entoure, parce que Vince, il y a le GIEC et le climat, puis il y a la chute de la biodiversité, qui est aussi... La quoi, tu dis? J'ai pas entendu, là. La chute de la biodiversité. Ah ouais, la crise de l'ombre. Du coup, les COP biodiversité, ouais. Voilà. Ouais. Mais ce sera intrinsèquement positif. lié. Merci Virginie. Alors, Monsieur Vince et le GIEC. Ah là là. Le rapport, le résumé. Balancez vos ondes positives. C'est tellement compliqué cette histoire du GIEC, alors j'arrive jamais à le prononcer du premier coup. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Essayez de dire, allez-y. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. J'ai entendu intergouvernemental. Il y a un gars qui a bugué, je sais pas c'est qui. Moi je vous ai abandonné à un moment. Alors, donc forcément, à un moment donné, ils se sont dit une question très intéressante qui est venue dans les années 80, c'est si on mesurait un petit peu ce qui se passe avec le climat, parce qu'il y a quand même quelques rapports, même si des groupes de pétrole étaient très au courant de ce qui était en train de se passer depuis bien longtemps avant. Et c'est à ce moment-là que les pays, c'est une institution onusienne, le GIEC, ils se sont dit, avec des experts nommés venant de 195 pays, ils se sont dit, si on demandait à des scientifiques. Et c'est là que des scientifiques ont travaillé pendant 30 ans sur absolument tout, avec plein d'équipes, des centaines de milliers de scientifiques différents. Et il y a 3 rapports qui sortent. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on dit souvent le rapport du GIEC. Regardez le rapport du GIEC. Non, il y a 3 rapports, en fait. Le travail du groupe 1, qui en fait est une sorte de mise à jour, pas une sorte, complètement, en fait, de l'état des connaissances scientifiques sur le climat. Donc c'est vraiment la compréhension physique. Tiens, ça fait quoi le soleil, ceci, cela. Donc c'est comprendre un petit peu par les formules mathématiques de quoi il en retourne. Le travail du groupe 2 porte lui sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique, forcément biodiversité, vivant, on va y revenir après. Donc comparé aux précédentes versions, en fait ce rapport, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il intègre davantage l'économie et les sciences sociales. Donc comment ça se passe? Des êtres humains et des sociétés humaines dans un changement climatique. Et puis le travail du groupe 3, qui lui en fait fournit une évaluation mondiale et actualisée des progrès, des engagements en matière d'atténuation du changement climatique. Donc s'il fallait résumer, groupe 1 c'est la science du climat, groupe 2 c'est la vulnérabilité des sociétés et l'adaptation, et groupe 3 c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter trop de bordel. Et alors du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné on se dit, ok bon, un premier rapport, 3699 pages. Un deuxième rapport, c'est la même chose. Ensuite, il y a des sous-rapports, des petits résumés, 145 pages, c'est un petit grand résumé. Et puis, tu as celui à l'intention des décideurs, là, c'est 42 pages. Et c'est là où on arrive, c'est la synthèse. Donc, pour moi, quand je lis le truc, c'est synthèse du résumé, de l'abstract, du paragraphe, du synopsis du rapport du GIEC, tellement c'est très, très dense. Et souvent, parfois, on se dit, ça, c'est bon, c'est suffisant. C'est intéressant d'aller creuser plus loin. Mais il est sorti il n'y a pas très longtemps. Le fameux rapport de synthèse. Et s'il fallait donner un résumé global, on va y aller. Préparez-vous, c'est le moment balancer vos ondes négatives. Parce qu'il faut bien toujours un petit peu de Dark Vador dans cette émission. Les activités humaines, et ça c'est clair et net, donc souvent vous allez croiser des gens qui disent oui mais attention, oui mais quand même faut nuancer. Non, c'est les activités humaines, point, c'est sans équivoque. Oui, le climat a toujours changé mais jamais aussi vite bien entendu. Donc la surface à l'échelle du globe est en moyenne de 1,1/1,2 degrés de plus comparé à 1850 avant qu'on brûle plein de gaz de charbon et qu'on déforeste massivement. Il y a malheureusement aussi un autre truc, c'est qu'on a évalué que vu la direction qu'on est en train de prendre, on parle de 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent actuellement aujourd'hui donc dans un contexte vulnérable au changement climatique. Ça veut dire que leurs maisons ont de fortes chances d'y passer. Et c'est qu'on commence à constater de plus en plus aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez appris qu'un Américain sur 100 a perdu sa maison à cause d'un problème climatique. Et c'est un rapport très sérieux des États-Unis qu'ils ont sorti eux-mêmes, mais qu'on n'ébruite pas, on n'en parle pas trop. Alors désolé Marc, je sais, les ondes positives, on y va. C'est bien, tant mieux, balayons ce qui se démolit facilement pour reconstruire de manière plus efficace. On en parlera de ça dans un prochain épisode le mois prochain. Ça va être très très intéressant, dans 2 semaines, pardon.
Et pour continuer un petit peu plus loin, malheureusement, oui, les écosystèmes sont endommagés par la hausse des températures, ce qui entraîne la mort massive d'espèces sur Terre et dans les océans. Certains écosystèmes se rapprochent d'un point de non-retour et en raison, j'essaie de faire rigoler un petit peu dans des trucs très très sombres comme ceux-là. Et malheureusement, le recul des glaciers, et moi en tant que mammouth, je vais bientôt sortir du pergélisol arctique avec des tonnes et des tonnes de méthane. Le changement climatique, malheureusement, aussi réduit la sécurité alimentaire, les eaux de surface et les eaux accessibles pour l'humanité. Et ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'on mentionne la santé mentale. Il a été mentionné 3 fois dans ce rapport. Non, mais c'est important. Ils nous trouvent tous dingues, quoi. Mais en fait, non, mais ils disent, les gars, rendez-vous compte que au-delà de toute cette problématique planétaire, il faut prendre en compte la santé mentale là-dedans, parce que oui, on sort des rapports, oui, la situation est machin, mais il y a des gens qui deviennent littéralement fous là-dedans. Heureusement que y a Marc qui a eu cette idée de faire BVOP pour quand même contribuer à non pas aux gaz à effet de serre, enfin ça dépend d'où on vient, si on vient de Barcelone ou autre. Et alors du coup, oui, je sais, c'est pas TPMP, c'est balancer vos ondes positives, et donc il y a. Qu'est-ce que tu vas trouver positif Je l'ai filé la ref. Et il y a des bonnes nouvelles, c'est que souvent on a tendance à se dire mais c'est quoi ce bordel? Ah non, ça a été démontré, l'argent existe, les finances sont là, on peut tout infléchir, on peut tout changer à partir du moment où des politiques se mettent en place. On ne doit pas se dire ouais mais comment on fait? Est-ce qu'il faut prendre plus à la terre, le transformer pour générer de l'argent pour pouvoir, ce qui serait complètement paradoxal? Non, l'argent est là, la thune est là, on a les possibilités de le faire. Et ça c'est génial, donc il faut l'injecter le plus rapidement possible. Alors comment est-ce qu'on fait ici à notre échelle? Plein de projets sont déjà en cours, sont en place. Il faut accélérer, le GIEC le dit bien, oui, agroécologie, rénovation des bâtiments, mobilité douce, ENR, mais l'essentiel du travail, je vous le donne en mille, c'est quoi? L'éducation. Ah, l'éducation, oui, mais pour atteindre quoi? Parce que les énergies, on en aura moins. La sobriété. Oui. Sobriété, effectivement, ça c'est clair et net. Et donc, la décroissance, il faut commencer à la souhaiter, il faut la prendre, il faut la prendre et l'épouser de nos bras, je le dis moult et moult fois dans cette émission. Mais ce qui est sûr, c'est que la thune est là, les solutions sont là, et maintenant, il faut simplement qu'on s'y mette tous à fond. Et je suis sûr que nous y contribuons en partie. Donc voilà. Merci Vince. En fait, ce rapport-là, ce rapport de synthèse donne aux décideurs tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre des positions, prendre ces décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient financières, peu importe. Et nous avons toutes les connaissances, tu l'as dit, on a l'argent, on a les connaissances, on a les techniques. C'est maintenant vraiment une question de volonté. Je me demande si le GIEC va encore exister dans les mois et années qui viennent, parce que tout est là. Tu ne sais plus rajouter. Les scientifiques ont fait leur boulot. C'est ça. Et tu ne sais plus rien rajouter. Et le pire, c'est que c'est les 195 pays qui ont tous validé ce rapport et qui sont tous venus dire oui, mais nous, dans notre pays, on veut que vous disiez plus ça. Et donc, c'est vraiment le summum de la démocratie. Et donc là maintenant on a les clés en main, tout est là. Oui. C'est un bis repetita. Oui. Allons-y quoi. Oui, c'est ça. Et donc allons-y. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que dans chaque geste, décision politique, le climat soit intégré. Totalement, ouais. L'évolution des limites planétaires soit intégrée. Donc c'est pas un sujet à part. C'est un sujet qui concerne chaque décision qui vont être prises pour ce qui nous concerne individuellement, pour ce qui nous concerne collectivement et pour ce qui concerne effectivement les décideurs politiques, économiques, sociaux, financiers. Tout doit passer par là. On commence à parler en Belgique ici, comme ça se passe en France, de la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites ne prend pas en compte le changement climatique qui naturellement va diminuer notre espérance de vie, ce qui ne veut pas dire que c'est négatif en soi, de diminuer l'espérance de vie, pas du tout. Mais c'est pas pris en compte. Et il faut le mettre dans tout, absolument tout. Et c'est cette phrase, moi, qui m'a pris dans le rapport, c'est « Les choix et les actions mis en œuvre au cours de cette décennie, donc on parle de 2020-2030, auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années. » Autre réflexion, Val? En fait, j'ai plutôt une question. Quand j'entends ça, je me dis, le savoir, on l'a. Le pouvoir, on sait. On sait comment on doit faire, on sait ce qu'on peut faire. Il nous manque le vouloir. Qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté politique? Ah, je peux te répondre à ça. C'est deux systèmes de croyances qui s'affrontent. Un système sur lequel tout passe par cette notion de croissance économique, de profit, parce que c'est comme ça, on est né dedans, ça nous a tout amené. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent non, ce coup-ci, cette équation-là ne va pas fonctionner. Mais elle a fonctionné pour tout, pour aller jusque sur la Lune, pour développer des projets pour Mars, pour augmenter notre espérance de vie jusqu'à une moyenne en OCDE de 86 ans. Ça, en fait, cette croissance économique nous a permis de dépasser, de nous surpasser en tant qu'être humain. Et donc, dans le construit de gens qui ont vu le monde changer en 50 ans, ils se disent juste, ça va passer par là. Mais c'est deux croyances, deux récits, deux visions du monde qui s'affrontent et qui discutent
discutent et qui échangent, et certains basculent de l'autre côté, mais de plus en plus des gens nous rejoignent, et voilà, c'est vraiment purement des systèmes de croyances, et voilà, et BVOP participe. Hein. Alors, sujet suivant, nous avons notre amie Isabelle qui va traiter un sujet. Je vais rechercher ma feuille de papier parce que... Alors, chers auditeurs, chères auditrices et tribus, est-ce que vous êtes plutôt du genre à vivre votre vie de manière légère, sans trop de préoccupations, ou est-ce que vous vous sentez habité par une cause, un combat, voire une vocation? Isabelle a un message pour vous à ce sujet. Balancez vos ondes positives. Chers auditeurs, chères tribus, votre vie, ta vie, à toi qui nous écoutes, est une mission. Ta vie est une mission, c'est ma conviction. Cette vie, elle est remplie de rebondissements. Et heureusement, sinon ce serait pas marrant, non? Moi, j'aime la vie et ses surprises. Elle me demande à chaque fois de lâcher prise. Prise de tête ou prise de conscience, je sais pas. Moi, je pense que la vie est une chance. Une chance à saisir, une aventure à tenter, un chemin à emprunter. Chacun laisse une empreinte différente, car chaque pas est unique. Un pas de travers nous plonge parfois dans une galère. Un pas de côté nous permet parfois de nous trouver. Trouver sa voie, c'est tellement difficile. Et parfois, ça tient qu'à un fil. Tel un funambule que personne ne bouscule sur son fil. Bousculer sa façon de penser, s'essayer à d'autres réalités. C'est pas ça la vie? Quelle est la réalité qui sommeille au fond de ton cœur? Vis-tu au rythme de tes tachycardies, de ces peurs marquant des pics à l'électrogramme? Ou bien danses-tu sur un rythme électro? Un cœur qui bat est une âme qui s'accomplit. Une âme qui se bat est une personne qui gagne un combat. Combattant qui m'écoute, quelle est ta mission? Ta vraie mission? Celle pour laquelle tu te lèverais chaque matin du bon pied. Celle qui te ferait prendre ce pied au quotidien. Celle qui transformerait la routine en comptine. Une mission, c'est une passion qui se transforme en action. Ces actions qui font, je vais y arriver, te sentir utile et non futile. Mais comment me diras-tu trouver ta voie? Vois-tu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans quel projet, pris par tes idées, tu as oublié de t'arrêter pour manger? Dans quel film, livre, chanson as-tu versé une petite larme? Qu'est-ce qui t'inspire et en même temps te désarme? Si tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu continuerais à faire? Si ta vie servait à faire passer un message aux autres, quel serait ce message? Oser une idée, c'est en quelque sorte se libérer, non? Pas à pas essayer, tenter, échouer, se relever. Se relever comme un enfant qui apprend à marcher et qui, à la 100e tentative, n'abandonne pas. Faire un pas vers l'autre et s'en inspirer. Inspirer un grand coup et tenter le coup. Coup d'essai, coup foireux mais courageux. Courageux celui qui essaye. C'est ça la vie. La vie qui demande qu'à être expérimentée. N'aie pas peur de te planter, ça pourrait bien germer. Une fois que la graine est semée, prends-en soin. Ne tire pas sur la tige pour qu'elle grandisse plus vite. Lao Tse disait, la nature ne se dépêche pas, et pourtant, tout est accompli. Alors cette fleur qui grandit, contemple-la, chouchoute-la. Là, ce sont tes actions qui déterminent sa maturation. Un peu d'eau, un brin de soleil, et même un brin de causette. Écoute certains conseils et mets-en d'autres à la poubelle. Belle est la vie. Alors j'ai envie de te dire, yalla, c'est parti. C'est parti pour une sacrée aventure. Accroche ta ceinture. Pas besoin d'être ceinture noire. Un cœur rempli d'espoir suffit pour t'éclairer dans le noir. Noircir une page et écrire sa propre histoire. Histoire que personne prenne ce stylo à ta place. Place à tes rêves, à tes envies, à ta passion. Amuse-toi comme un fou et fous-toi-en des qu'en dira-t-on. On n'a qu'une vie, c'est le moment, c'est l'instant. Alors ne freine pas cet élan. On se revoit dans 1 an et tu m'écris pour me dire quel pas as-tu fait dans ce sens-là. Chiche. Merci Isa. Il y a Emna qui vient d'arriver, qui applaudit là en dehors du studio et qui va. On applaudit et nous on attend quoi là? Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on faisait plus, alors. C'est vrai ça. C'est vrai. Mais on peut. Non, moi je laissais Alors. infuser. Ouais. Je sentais ce que ça me faisait de tout ce que tu as dit. Et il y a des choses qui me font vibrer. Et il y a la notion de combat qui m'allergise un peu. Parce que pour moi, une mission ne doit pas nécessairement être un combat. J'ai plutôt envie de chercher la vibration qui m'invite plutôt que le mur que j'ai envie de dégommer. Même si je sais que certaines des missions les plus profondes viennent
d'une indignation. Donc voilà, c'est ça qui me venait spontanément. J'ai une question. Mais ce sera pour après. Oui. Après, c'est le grill. Ah non, c'est la semaine prochaine, le grill. C'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, le grill. Ok. Alors, c'est une question sur et toi, ta mission, c'est quoi? Ce serait bien d'interroger tout le monde pour sa mission de vie. Tiens, c'est quoi? Je vais répondre ou réagir aux 2 questions. C'est vrai qu'un combat, moi, je le vois pas comme prendre mon bouclier, mon épée et aller massacrer ou aller combattre. Le combat, pour moi, c'est un peu une rage de vivre ou un feu à l'intérieur du ventre et qui fait que c'est tellement fort que tu pars à l'action, quoi, en fait. Je le vois plutôt comme ça. Et moi, ma mission, j'ai l'impression que c'est un grand mot, mission, et je pense qu'il faut prendre ça avec un peu des pincettes. Et voilà, j'ai mis ce mot-là parce que je me suis inspirée du titre d'un livre qui m'a vraiment... j'ai juste lu le titre et je me suis dit, ta vie est une mission. Mais en fait, ça m'a donné envie de me dire, mais c'est quoi, moi, ma mission? Quel est mon rôle sur cette terre? Et moi, j'avais un gros problème de me sentir utile et de dire, c'est quoi le sens derrière tout ça? Et je l'ai trouvé aujourd'hui à travers Newsmail, le média que j'ai lancé, à travers toutes les personnes que je rencontre et que j'ai envie de mettre en lumière pour donner aussi un peu de lumière au tunnel, au bout d'une tunnel, comme on fait dans BVOP. Et donc, je pense que c'est ça, c'est transmettre un optimisme et mettre des belles initiatives en valeur. Voilà. J'adore. Top. Alors, écoutez, je vais vous surprendre, parce que je trouve que c'est le moment de vous dire ce que j'ai écrit ce matin. Tôt, en me levant. C'est quoi cette surprise? Écoute. Voilà, j'avais envie de dire ça et je trouve que ça colle totalement à ce qu'on vient d'évoquer. Balancez vos ondes positives. Mesdames, messieurs, je suis partisan. Vivre signifie être partisan. Celui qui vit vraiment ne peut qu'être citoyen et prendre parti. L'indifférence, c'est pas la vie. L'indifférence, c'est le point mort de l'histoire. C'est l'inertie où se noient souvent les enthousiasmes les plus resplendissants. Ce qui se produit ne se produit pas parce que quelques-uns veulent que cela se produise, mais parce que la masse des hommes laisse faire. Les destins d'une époque sont manipulés selon des visions étriquées, des buts immédiats, des ambitions et des passions personnelles de petits groupes actifs, et la masse des hommes ignore parce qu'elle ne s'en soucie pas. Il semble parfois que ce soit la fatalité qui emporte tout sur son passage, la fatalité dont nous serions les victimes, en ce compris les indifférents. Alors ces derniers se mettent en colère. Ils voudraient se soustraire aux conséquences, ils voudraient qu'ils apparaissent clairement, qu'ils ne sont pas responsables. Certains pleurnichent, d'autres jurent avec obscénité, mais personne parmi eux, ou presque, ne se demande « et si j'avais fait moi aussi mon devoir, serait-il arrivé ce qui est arrivé ?» Et pourtant, au fond d'eux, la plupart des indifférents sont capables de présenter de très belles solutions aux problèmes les plus urgents, y compris ceux qui requièrent une vaste préparation et du temps. Mais beaucoup d'indifférents ne bougent pas. Les indifférents ne bougent pas. Personne ou presque ne se sent coupable de son indifférence, de son scepticisme. Alors oui, je suis partisan. Je vis. Je sens déjà battre l'activité de la cité future que nous sommes en train de construire. Elle est l'œuvre intelligente de citoyens actifs, vibrants, optimistes. Il n'y a, dans ce nouveau monde, personne pour rester à la fenêtre à regarder ce qui se passe. Alors oui, je vis, je suis partisan. C'est pourquoi je suis ici dans BVOP avec vous et que je prends parti. Oui, je suis partisan de l'optimisme. L'optimisme, c'est faire face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide. Imaginer une solution, ça veut dire qu'on est volontaire. Et tout faire pour la mettre en œuvre, cela veut dire qu'on actionne notre courage. L'optimisme ne naît que dans l'avenir incertain. L'optimisme fleurit toujours dans le doute. Et c'est parce que nous sommes optimistes et que nous décidons d'être partisans, d'agir pour ne pas être indifférents, que ce nouveau monde est en train de naître. Propos inspirés par Antonio Gramsci, « Je hais les indifférents », écrit en 1917. Voilà. Ciao bella, ciao. Voilà. J'avais envie. Oui, vas-y. Trop belle écriture de ce matin, Marc. Moi, l'indifférence, ce mot, en fait, c'est la pire des souffrances. Et je crois qu'il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman, Tout n'est pas l'indifférence. Et en fait, je crois qu'on parle des émotions. Parfois, il vaut mieux être en colère, fâché ou j'en sais rien, mais ne pas marquer aucun intérêt ou juste rien, de l'ignorance. C'est vraiment la pire chose qu'on puisse envoyer, je pense. Donc, regardez ces enfants qui font des conneries pour surtout faire réagir, parce que la pire des choses qu'on peut leur octroyer, c'est l'indifférence. Donc ils préfèrent avoir une mauvaise attention que d'avoir zéro attention.
Virginie, tu veux rendre hommage aux espèces mal aimées ou ignorées parce qu'elles sont laides, Ah, c'est visqueuses. celle-là. Ok, je pensais que c'était l'autre. Non, c'est celle qui... Écoute, alors je ne vais pas pouvoir rebondir comme je voulais, puisque je voulais parler de ma mission. Tu veux faire de vie. l'autre? Non, il n'y a pas de Ah, mais si, souci. tu peux faire l'autre. Ce serait très bien. Non, il n'y a pas de souci. tu veux C'est Non. sérieux? Ah oui, changeons. Sérieux? Oui, changeons. Si, changeons. Si. Allez, donc, Vu que voilà Virginie, alors donc en fait... C'est Marc qui t'a fait un 1er avril. Donc en fait, voici quelques conseils et astuces pour devenir au quotidien un vrai curieux de la nature et transformer notre relation au monde vivant qui nous entoure. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai adoré ta chronique, parce que la question de la mission de vie, moi, c'est un truc, tous les matins, je suis animée par cet élan, en fait, qui vient de très loin en moi. Je me suis dit, j'ai envie d'être cette ambassadrice de la nature. Voilà, c'est ça. J'adore ce monde vivant, il me fascine, j'en suis dingue, et je mets les humains dedans. Hein, et donc, voilà, effectivement, j'avais envie de parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on cultive une curiosité pour l'environnement dans lequel on évolue. Et j'avais envie de commencer par citer Einstein qui disait de lui « Je n'ai pas de talent particulier, je suis simplement passionnément curieux ». Et j'ai eu la chance, moi, en fait, de grandir autour de parents curieux de nature qui m'ont transmis cette fascination pour la vie sauvage. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui la distance qui s'est installée entre nous, les humains, et le reste des vivants non humains. Comment est-ce qu'on a pu se déconnecter à ce point-là du milieu d'où on vient, puisque nos ancêtres venaient de la forêt. Et donc, on a besoin de ce lien aux arbres, on a besoin de ce lien aux végétaux, aux animaux, on fait partie de ce tout. Et donc, comment on en est arrivé là aujourd'hui ? Alors Vince, juste quelques chiffres pour faire écho à ce que tu disais par rapport au climat. À côté du climat, il y a la crise de la biodiversité, le vivant s'effondre. En 40 ans, on a perdu plus de 60% des populations d'animaux sauvages. Vous imaginez, 60%. Et si on continue comme ça, en 2050, il ne restera plus que 10% de terres qui ne sont pas soumises aux activités humaines sur cette planète. Quelle place laisse-t-on aux sauvages aujourd'hui ? Moi, c'est quelque chose qui me terrorise. On les garde en Disney. Et donc, pardon ? On les garde dans le dessin animé, comme ça on s'en rappelle. Oui, voilà, c'est ça, on s'en rappelle. Et donc pour moi, cette reconnexion au vivant, c'est vraiment un des enjeux majeurs de cette époque. Et elle commence, selon moi, au pas de sa porte, en fait. Elle commence sur son balcon, dans son jardin, dans le parc d'à côté. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui 3 petits conseils pour devenir un curieux de nature à votre tour. Premier petit conseil, je vous inviterai à essayer de passer le plus de temps possible au contact du monde sauvage. Et ça peut commencer par un petit rendez-vous quotidien, hebdomadaire, mensuel. Vous faites le tour du quartier, du jardin, du balcon. Vous prenez soin de vos plantes, vous les arrosez quelques minutes. Et surtout, vous les observez. Alors, c'est une manière très efficace de se vider la tête, et d'être totalement présent à ce qu'on fait. Et puis c'est aussi une excellente manière de se débarrasser du stress et de l'anxiété. Je le fais très régulièrement, je peux vraiment vous le dire. Donc première chose, passer le plus de temps possible, reconnectons-nous. Deuxième conseil, s'émerveiller, les amis. Quand on admire un paysage ou qu'on s'émerveille devant le vol d'un oiseau, on sublime l'ordinaire en extraordinaire et ça rend la vie savoureuse, pleine de petits moments de bonheur. Et donc dans un premier temps, en fait, il s'agit juste d'observer, de voir, sans jugement aucun, sans chercher à comprendre, juste admirer les longues antennes de ce petit insecte qui monte sur le bois mort, juste observer le détail d'une fleur, de ses pétales, de ses pistils, de ses étamines, son parfum. Regardez ces moineaux qui prennent leur petit bain en piaffant joyeusement, ou la silhouette de cet arbre graphique, si belle au moment où il est dépourvu de feuilles. Je vous assure, moi, pas un jour ne passe sans que je m'émerveille devant ce que je côtoie pourtant au quotidien. Et quel bonheur. Troisième conseil, prendre conscience. Parce qu'une fois qu'on a été là, qu'on a observé, on peut commencer à se poser des questions. On peut commencer à comprendre, tu vois, la petite roue systémique, interpréter ce qu'on voit. Et là, on prend conscience de la mécanique du vivant. Sa diversité incroyable, ses rouages complexes, ses formidables ingéniosités, ses équilibres fragiles. Et parfois, ça peut partir sur des petits moments philosophiques. Quand on observe le manège de certaines espèces, toutes ces petites fourmis qui emportent les graines de violette ou de perce-neige pour aller nourrir leurs larves et qui, en chemin vers la fourmilière, perdent une partie de leur récolte, permettant ainsi aux fleurs de se multiplier. Ou le partenariat mis en place avec la cardamine des prés, cette jolie petite fleur violette si délicate, et l'aurore, un joli papillon blanc dont le bout des ailes est orange. Un magnifique partenariat. La première offre à l'insecte un abri de ponte et de la nourriture à la chenille. Le deuxième, donc le papillon, pollinise les fleurs de sa plante hôte. À force d'observation, on comprend alors que tout est lié, que chaque espèce a sa place dans cet écosystème global. Vient alors la question de notre place à nous, humains, dans ce subtil équilibre.
Cette posture permet de créer un autre lien avec la nature, qui n'est plus celui de la surexploitation, de la domination, mais plutôt celui de la coopération et du partenariat. Et pour moi, le progrès, c'est aussi ça. La 7e extinction des espèces est en marche. On fait face aujourd'hui à un effondrement, à un anéantissement du vivant, comme disent certains scientifiques. Il nous reste peu de temps pour réagir. Alors, s'il vous plaît, n'oublions surtout pas ces mots d'Henri David Thoreau, un auteur fascinant que je vous invite d'ailleurs à lire. C'est dans la vie sauvage que repose la sauvegarde du monde. Belle balade curieuse à tous. Si là. T'as de la chance, j'aime bien le relire. Merci Virginie. Moment de poésie aussi. Pour terminer, quelqu'un a envie de réagir à ce que Virginie vient d'évoquer, Caro? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi et je m'émerveille de plus en plus, surtout ces dernières années, devant justement le monde sauvage, la nature, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait un vrai lien entre mon développement et le fait de me sentir connectée à la nature. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des plantes à la maison et elles mouraient toutes et j'en prenais pas du tout soin. Et j'ai vraiment fait le lien entre, à ce moment-là, je prenais pas du tout soin de moi. Et c'est vraiment au moment où j'ai commencé à prendre soin de moi que j'ai commencé à prendre soin de mes plantes. Et maintenant, j'ai de plus en plus de plantes. J'ai même envie de faire un potager. J'ai un lombricomposteur. Je passe des heures à regarder les petits vers qui et je trouve ça fascinant aussi. Et moi qui ai un cerveau très très agité, ça m'apaise aussi de presque regarder une plante et de me dire waouh, mais ça pousse en fait. Et voilà, donc je trouve que c'est bien de se rendre compte qu'en fait, il y a un lien entre nous et la nature, forcément, vu qu'on vient de là, mais qu'en général, quand on prend soin de ces plantes, c'est aussi un rappel pour prendre soin de soi. Merci. Vince? Relions d'office. Hein. Voilà, Simba, tout est interconnecté. Regarde là-bas. Ne va jamais là-bas, par contre. Mais c'est vrai, c'est vraiment purement ça, en fait. Hein. Et c'est drôle parce que je trouvais ça tellement gnangnan. J'ai toujours un peu de réfléchir en moi il y a quelques années et moi aujourd'hui. Et je trouvais ça tellement gnangnan. Les gens qui disent ah oui, mais les pétales de rose. Ah oui, mais le papillon et tout. Je te remets vous êtes saoulant avec votre truc là. Et au final, aujourd'hui. Dis l'écolo. Mais c'était avant que je pensais ça, hein, vraiment. Et je me retrouve. Aujourd'hui, je m'émerveille, je passe du temps et je me suis même foudroyé parce que je me dis ah mais tiens, mais les vers de terre là j'en voyais tout le temps et maintenant avec mes enfants j'en vois pas dans le sol. Et tout ça c'est des trucs où je suis à la recherche de ça et effectivement c'est incroyable en fait la complexité de la vie, son évolution et cette intelligence en fait hein, parce que tu te dis mais tiens un animal à un moment donné régnait dans une zone où les feuilles étaient tellement hautes que son cou s'est allongé, mais il s'est pas dit à son corps bon il faut que mes enfants et les enfants de mes enfants allongent le cou pour que on puisse non, cette magie, cette force, cette puissance d'intelligence qui fait que au final on vit dans un environnement et naturellement il va se passer un processus d'adaptation comme si le corps comprenait. C'est incroyable. Ça se marque chez certaines espèces aujourd'hui, c'est-à-dire que les renards des villes sont en train de changer morphologiquement, leur museau est en train de se rétrécir parce qu'en fait ils doivent plus mulotter, ils doivent plus chercher le mulot, ils doivent faire les poubelles et ils font les poubelles, ils doivent plus creuser de terrier, ils trouvent des abris de fortune et donc leur morphologie est en train de s'adapter au contexte urbain. Mais est-ce qu'on se rend compte à quelle vitesse ça va? Beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Quand il y a la révolution industrielle, les êtres humains qui grandissaient, qui avaient atteint une moyenne de taille, comme ils travaillaient dans des machines avec du charbon et tout, les enfants qu'ils ont été plus petits. Parce qu'ils se recroquevillaient sur eux-mêmes, et ça a été démontré par les anthropologues. Là, tu te dis, à l'espace d'une génération où des êtres humains ont bossé de la même façon, ça a domestiqué, ça a transformé jusque dans notre ADN, au point que nos enfants, en fait, se disent, peut-être qu'on est dans un monde où il va falloir travailler dans des petites machines, et donc on va être plus petits. En une génération, mais qu'est-ce que ça donne sur des milliers, des centaines et des millions d'années? Moi, je trouve ça magique, quoi, cette magie-là. Donc, merci de m'avoir. J'ai fermé les yeux, j'écoutais, ça a été voilà, à un moment donné, quand tu parlais du contrat qu'il y avait entre le papillon et tout, effectivement, il y avait plein d'images. L'aurore, c'est ça le nom du papillon. Je voyais l'aurore et puis un papillon qui est apparu dedans. Donc, vraiment, j'ai eu de belles images, merci, c'était vraiment kiffant. Et Val, le mot de la fin? Quand tu dis ça, du coup, sur l'évolution en une génération, même chez les enfants, tu penses que par rapport à parfois nos conneries humaines, ça prendra qu'une génération seule? J'ai pas envie de trop casser le truc, mais malheureusement, c'est déjà le cas avec pas mal de choses. Oui, mais c'est la raison. Et donc, il ne manque qu'une génération pour qu'on inverse la tendance, d'après ce que j'ai compris. On peut inverser en une génération aussi. Encore une fois, on est tout et son contraire. Totalement. Donc on a de la chance. On peut y aller. Il
Il faut juste en être conscient et c'est ce qu'on fait. Allons-y. Et vous aussi, allez-y. Eh bien, nous, on y va d'ailleurs. Oh, joli. Ah, bah, dis donc. Allez, merci de nous avoir suivis sur vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez choisir, soit entendre l'émission Balancer vos ondes positives dans sa totalité en cherchant sous le nom de BVOP, soit écouter chaque chronique isolément en cherchant BVOP espace et puis le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse que vous avez envie de suivre. Merci de nous écouter et à bientôt. Ciao. Merci Marc. Balancez vos ondes positives.